Salam alaikum, Azul, bonsoir. Une atmosphère anxiogène très lourde s'installe en Algérie. Les gens découvrent toute l'ampleur du sinistre. Un fléau qui frappe partout, qui n'épargne aucune catégorie sociale et qui fait bien plus de victimes que ne l'avoue le régime, dont la seule activité est très remarquable est la gestion du mensonge. Ce régime est face à son abyssale impéritie. Démasqué par une crise sanitaire qui a tout dévoilé de sa vacuité, de son incompétence, de son incapacité à prévoir, à se préparer, à mobiliser ses propres ressources et à battre le rappel de ses propres troupes. Malgré tout ce qu'ils ont découvert de lui et de ses turpitudes, les Algériens n'ont jamais pu voir vraiment ainsi ce régime tel qu'il est, sous son véritable jour, celui d'un système sans vision, sans organisation, qui vaille sans éthique, sans morale, à plus forte raison quand il est sans ressources. Les Algériens pensaient que, dans toute sa triste réalité, il était malgré tout l'État, cette entité qui dirige tout un pays un temps soit peu, qui dispose de moyens considérables et de serviteurs de l'État capables de mobiliser les formidables ressources qui sont mises à leur disposition. Mais c'était se leurrer. Fini les années grasses quand ce régime parvenait à faire illusion parce que sa seule activité était de gérer cette rente issue des seules ressources hydrocarbures. Quand il fanfaronnait et se faisait mousser par-dessus ces masses grises qu'il gorgeait de propagande, qu'il entretenait dans une prospérité illusoire, il était tellement à son aise dans ces marécages de la basse politique. Il était le champion du monde. Ah, là, oui, il savait faire. Il ne lui fallait que l'argent, juste de l'argent. Pour le reste, il disposait de très larges ressources. La corruption de masse, la manipulation, la division des populations qu'il dressait les unes contre les autres, parmi les une façons, et tant de déclinaisons d'une politique qui savait si bien tout éradiquer, tout extirper de ce qui pouvait gêner son confort et sa mainmise sur un pays qui était devenu sa propriété. À un moment où il lui fallait muter, rappelez-vous, au moment où Bouteflika avait pris le pouvoir, à un moment où il lui fallait passer de la brutale junte d'une douzaine de généraux janvieristes à une oligarchie autrement plus élaborée. Ce système en mue n'a pas hésité à nommer quasiment du jour au lendemain des centaines de généraux pour noyer dans la masse ceux qui avaient le pouvoir, les généraux qui avaient le pouvoir. Et il a profondément restructuré les équilibres mêmes qui régissaient les relations entre les barons militaires les uns avec les autres, jusqu'à évacuer parmi eux les généraux les plus puissants, jusqu'à démanteler et réaménager le DRS, le tout-puissant DRS, jusqu'à faire nommer à la tête de l'armée les plus mafieux et les plus contrôlables des effectifs. Mais le régime est pourtant resté lui-même. Il n'a pas pour autant changé dans ses racines, dans son âme, dans ses logiques. Un pouvoir prédateur, corrupteur, connecté à des forces étrangères et qui avait domestiqué toutes les possibilités politiques algériennes jusqu'à les stériliser, jusqu'à les castrer, jusqu'à les cadenasser sous des dehors de pure forme. Pour le reste, l'argent de la grande manne pétrolière pourvoyait à l'essentiel nourrir les populations,
leur permettre un semblant de scolarité, de soins, de logement, de moyens en tout genre, tous importés. Ce qui permettait non seulement d'anesthésier cette société qui s'était transformée en pantagruélique bazar, mais aussi et surtout de pouvoir graisser tous les rouages d'une nouvelle oligarchie très composite, très interlope et surtout très vorace et qui constituait la base des relais et des soutiens du régime. Lorsque la manne s'est asséchée, le bouleversement a été fulgurant. Le régime n'avait pas encore compris qu'avec la perte de sa rente, il n'avait plus les moyens de ses méthodes. Et il pensait pouvoir continuer à faire fonctionner ses logiques et ses outrances sans ses habituels subsides. Et ce fut le Hirak, le premier sursaut populaire d'inspiration hautement politique d'un peuple qui avait été anesthésié jusqu'au coma. Là, avec cette brutale recrudescence de la pandémie, le roi est désormais nu, totalement nu, au point où il ne parvient même pas à mettre en place serait-ce une politique de reprise en main, de prise en charge minimale de la crise. Il ne sait plus s'il doit déléguer aux autorités locales elles-mêmes totalement démunies ou s'il doit persévérer dans un système centralisé qui fait eau de toutes parts, devenu totalement obsolète, totalement inefficient et qui ne sait fonctionner qu'au petit et grand trafic, à la corruption, au replâtrage et à l'improvisation. Le problème est contre les uns et les autres, entre divisions et d'autres, et au milieu d'une féroce lutte des clans, au sein d'un régime devenu polycéphale. La pandémie est en train de tuer les gens. De tuer parce que les moyens les plus indispensables sont très insuffisants. De tuer par incompétence et par absence de l'État. Tout manque. Respirateurs, lits de réanimation, médicaments, procédures médicales diverses pour vérifier l'état de santé des gens. Et surtout, ce qui manque le plus est l'oxygène, devenu du jour au lendemain une matière de marché noir qui se vend jusqu'à 5 fois son prix initial et qui commence à être stocké dans tous les foyers, du moins dans les foyers de gens qui en ont les moyens. Les Algériens en sont là, seuls, désespérément seuls, face à la combinaison mortifère d'une pandémie qui explose et d'un régime totalement absent. Aucun pays dans le monde, aucun pays, je dis bien, ne peut vous assurer qu'il sera en mesure de faire face à un nombre indéterminé. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس اصطناعية. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Les Algériens face à la vacuité des pouvoirs publics. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Mourad Yefsah, militant politique. Mourad, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci Jamal.
Saïd Aknin, militant politique. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine. Merci. Alors, depuis le Canada, Hassan Moussi sera avec nous. Hassan Moussi, économiste, activiste du Hirak de la diaspora. Hassan, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamal, et puis ça me fait vraiment plaisir de me trouver face à des amis intimes comme M. Ifsah Saïd Aknin, des gens que j'estime beaucoup. Voilà, et bonjour aux Algériens. Merci. Et avec nous, le docteur Amira Bouraoui, qui sera avec nous depuis Alger au téléphone. Amira, merci d'être là. Merci à vous et bonsoir à tous les invités. Merci beaucoup. Alors, d'abord, si nous commencions par Amira Bouraoui. Amira, nous avons écouté, c'est incroyable, hein, ces scandales à répétition, mais qui sont devenus tellement communs, tellement banals, qui ne suscitent plus de réaction. Vous avez entendu monsieur le ministre de la Santé, M. Benbouzid, nous dire qu'il a 200 lits de réanimation dans le pays et que difficilement nous pourrions arriver à 400. Et M. Tebboune qui arrive sur son cheval blanc et qui nous dit nous avons 2500 lits de réanimation avec l'option de pouvoir très vite atteindre les 6000 lits. Et dans tout ça, des sources très fiables, très crédibles, nous disent qu'il n'y aurait que 100 à 150 lits au grand maximum de réanimation, des lits aux normes de la profession. Amira Bouraoui. Oui, ça fait des années, hein, Monsieur Benchenouf, qu'on aborde le sujet de la santé. Depuis très longtemps, depuis que l'ancien président allait se soigner au Val-de-Grâce, alors que nous, on était déjà dépassés au niveau des hôpitaux, alors qu'il n'y avait pas de pandémie. En fait, les gens mouraient déjà à l'époque, mouraient d'autres pathologies, pas comme celle-ci qui est mondiale et qui a droit aux médias, etc. Les gens mouraient tous les jours d'AVC parce qu'ils ne pouvaient pas faire de thrombectomie dans les 4 heures, mouraient d'infarctus parce qu'on ne pouvait pas leur trouver de place au niveau des unités de soins intensifs de cardiologie. Des femmes mouraient aussi parce qu'elles étaient trop à distance d'un hôpital et il fallait des heures dans une ambulance pour pouvoir arriver dans un hôpital. Donc, en fait, c'est un problème qui dure depuis très longtemps et le Covid, finalement, ce virus n'est venu que, comme vous le disiez tout à l'heure, de dénuder la situation et montrer là où nous en étions déjà avant. Donc, c'est davantage parfois un problème de gestion. Il n'y a pas des milliers de lits de réanimation en Algérie. Dans chaque grand hôpital, il y a à peine, même dans les plus grands hôpitaux, il y a à peine quelques dizaines de lits de réanimation. Donc, je suis davantage d'accord avec les quelques centaines, mais jamais des milliers, à moins qu'on ne sache pas ce que c'est qu'un lit de réa. Un lit de réa, ce n'est pas un lit d'hospitalisation classique. Un lit de réanimation, c'est un lit très équipé qui coûte de l'argent. L'argent, malheureusement, a été dilapidé et aujourd'hui, on navigue complètement à vue. Aujourd'hui, on navigue à vue, on voit que ce sont des citoyens qui sont en train de cotiser et à qui on met des bâtons dans les roues, à qui on demande des autorisations parce qu'ils demandent encore des autorisations pour importer, pour tout ce qui est établissement et entreprise et tout ce qui est association. Même les dons, il faut des autorisations pour que ce soit exonéré des taxes, etc. C'est pas normal, on est en pleine crise. Les gens meurent et puis à un moment on s'est senti hyper à l'aise et on a envoyé de l'oxygène à nos voisins tunisiens, mais aujourd'hui c'est notre peuple qui se meurt et c'est les citoyens qui sont en train de s'organiser. Et quand les citoyens s'organisent, c'est à eux aussi qu'on met des bâtons dans les roues. Alors, restez avec nous. Nous allons, pour nous mettre un peu en condition, mes chers amis, nous allons écouter ce que nous disent des médecins en Algérie, des médecins qui sont sur le front. Nous allons écouter d'abord le docteur Rachid Belhaj. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. للأسف رانا نتكلموا ديريكت من المستشفى مصطفى باشا. رانا مصلحة الطب الشرعي لي شونز ne vont pas bien. الأمور اللي خطيرة وخطيرة جدا. من فضلكم ساعدونا. من فضلكم الناس هذو اللي مازالهم يروحوا للعراس والدفاين ولي جون كي ريسبكت با لا بافات هذه اللي نديروها راكو تسبوا لنا مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. درك راهي شهدت معنا الزميلة عدد هائل من سيارات الاسعاف اللي تدي ماشي تجيب المرضى، هي تدي في الموتى
هالموت راه خاوتكم خاوتنا، الناس من اعز اللي عندكم. البارح برك عندنا 12 وفاه، لو البارح 14، ونفس الشيء من قبل. من فضلكم الوضعيه الحاليه متميزه، باش متميزه ان المرضى حاليا يطلبوا كاع الاكسجين. كان عندنا الاكسجين في الجمله الموجه الاولى، الموجه الثانيه ما كانش مشكل تاع الاكسجين. مي حاليا العدد الهائل تاع المرضى، الحالات الخطيره كلها تستدعي، كل شخص يستدعي على الاقل 20 لتر في الدقيقه تاع الاكسجين. ديروا حساباتكم، عندي درك حاليا 265 شخص راهو ليك مش في مستشفى باشا، 45 واحد راهو بين الحياه والموت، كلهم يطلبوا الاكسجين. دونك العدد تاع الاكسجين 5 مرات طلبات. رانا نستناو في الكاميو هذاك تاع الاكسجين، رانا نستناو فيه كي هلال العيد. لو كان ما يلحقناش الكاميو هذاك يصراو لنا مشاكل كبيره، الناس تبدا تنخنق، وبدا لنا والديهم بداو يتقلقوا، كما يقولوا تكون حالات صعبه. احنا نتفاهموا الناس، والناس قاعدين تفهمنا، احنا عيينا. عندنا حاليا انا لحقنا دوك قريب 16 شهر وحنا مع الكوفيد. حنا بشر كيما انتم، عندنا عائلتنا وعندنا احبابنا وعندنا نفسنا. الناس تموت، رايك الناس تموت، الممرض اللي يدير نظافه، الطبيب المسؤول. الناس هذه ما كاينش تامن اللي تقول كورونا ما كاش منها، وكورونا ما يقيسنيش، انا شاب وانا عندي في صحه كامله. نفس الاشخاص هادو لما يحترموش الحجر الصحي، ما يحترموش وسائل الوقايه، ام يجيبوا لنا والديهم ما اعز ما عندهم باش نصيبوا له بلاصه، يجونا باش يحوسوا على الاكسجين، ما صابوش، ما كاش الاكسجين. الاكسجين. On va écouter aussi le professeur Karima Achour. مساء الخير، شو البروفيسور كريمة عاشور، رئيس مصلحة جراحة الصدر في CHU تاع باب الواد. اليوم راح نتكلموا شويه على لا سيتوياسيون اللي راهي صايره ان بو في البلاد. كاين دي كونفرير تاعي ديجا جازو هضروا ان تي بو على لا فاكسيناسيون، على تو سكي سباس في السبيطارات. انايا سادير جو بارلي ان تي بو دو سكي سباس اوز الونتور. الحاله تاع لو كوفيد، لا كوفيد اكطويلمون رانا دون لو روج. Alors, tous les médecins, d'abord, à un certain moment, ils refusaient de s'exprimer, les médecins. C'était un peu le blackout, hein, parce qu'ils ont reçu, nous avons même des notes dans ce sens, hein, ils ont reçu l'ordre de ne pas communiquer avec la presse, de ne pas fournir de chiffres, de ne rien dire de ce qui se passe. Là, comme ils sont les premiers à payer un très lourd tribut, ils ont dépassé les 220 morts de médecins, sans compter les paramédicaux, ils commencent réellement à montrer qu'ils en ont marre et qu'il faut qu'ils s'adressent à la population. Mais la situation est réellement gravissime et nous allons voir cette scène pour nous mettre un peu en condition pour savoir ce que sont en train de vivre les gens. Vous allez voir des gardes malades. Vous savez que les hôpitaux maintenant, ils contraignent les malades à avoir chacun son garde malade, c'est-à-dire son frère, sa mère, sa sœur, pour s'occuper de lui parce qu'ils sont débordés. Et ces gardes malades, quand ils apprennent qu'il y a un arrivage d'oxygène, ils courent, chacun essaye d'avoir une bouteille pour son malade. Et vous allez voir cette scène absolument incroyable. Vous avez vu, Mourad Youssah, à la fin, ceux qui n'étaient pas assez costauds pour avoir leur bouteille pour leurs malades, comment ils étaient penauds. Hein, c'est réel. On est en train de revenir à l'état de nature. Je pense que cette image, elle est vraiment difficile, très difficile. Oui. D'ailleurs, Saïd refusait même de la regarder. Hein. Oui, je pense que ça doit être quand même, j'espère en tous les cas, que c'est des scènes qui sont très rares. Ah non, détrompez-vous.
Oui, parce qu'effectivement, quand on voit qu'il y a effectivement comment dirais-je, il y a quand même une grande mobilisation pour la solidarité donc des citoyens, oui, un peu partout. C'est vrai que l'initiative, elle vient à partir donc d'individus, à partir de citoyens qui prennent des initiatives, donc en vue donc d'apporter un peu d'oxygène au sens figuré et au sens propre d'ailleurs. Et de combler un peu l'absence d'un État qui est complètement absent. Et de combler effectivement donc, la politique de prévention donc, que doit avoir un État dans le domaine de la santé. Oui. D'autant plus que la pandémie, ce n'est pas hier. Oui. La pandémie, c'est maintenant presque 2 ans maintenant. Oui. C'est pas... comme dans tous les domaines. Bien sûr, la responsabilité, elle incombe totalement, mais totalement aux plus hauts dirigeants du pays, oui, aux plus hauts dirigeants. Et ce que tu avais montré au début, y compris la question donc, de l'information. C'est-à-dire que la première des choses qu'un citoyen ordinaire, encore plus quand il s'agit d'un responsable, ce qui compte, c'est bien sûr sa crédibilité. Et la crédibilité, on l'obtient en ayant le courage de dire la vérité, même quand on a tort. Comment voulez-vous que cela se produise quand un président de la République, il vient vous dire « nous avons 2500 lits », alors que son ministre, il dit « nous en avons que 200 ». C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on voit là un président de la République. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est battu, qui a utilisé des moyens illégaux, puisqu'il a été prouvé qu'il a été élu par la fraude, etc., pour occuper ce poste vacant qui a été laissé par Bouteflika, et qui se retrouve donc à dire des choses pareilles. Mais quelle crédibilité peut avoir l'État qu'il est censé présider? Et deuxième chose, parce que on est dans une situation quand même dangereuse. Dangereuse non seulement par le niveau de criticité qu'a atteint la pandémie, mais par la désorganisation, donc du fait donc, de l'absence des institutions qui sont responsables, qui doivent être chargées donc, de traiter ce problème, donc leur absence, qui fait que des citoyens, par pure volonté et en voulant bien faire, peuvent effectivement être amenés du fait qu'ils ne sont pas professionnels, du fait qu'ils ne sont pas formés pour cela, du fait qu'ils ne connaissent pas la réglementation, qu'ils ne connaissent pas le domaine de la médecine, ils peuvent être amenés à faire des choses qui peuvent s'avérer être contraires donc, à l'objectif souhaité. Et donc, c'est pour ça que nous sommes dans une situation dangereuse et je pense que... D'un côté, on n'a pas le choix, si je vous suis bien, que de se mobiliser pour pallier à l'absence d'un État. Mais d'un autre côté, ce sont des activités très particulières qui nécessitent de la connaissance, du savoir-faire. Exactement. Et donc, ça peut se révéler désastreux. Eh bien, il y a cet aspect-là. C'est que moi, je voudrais faire appel parce que, comme ce qui s'est passé dans le Irak, la Silmiya, l'unité, la fraternité, elles ont empêché des millions donc de subir la loi du talion et de ne pas, je dirais, aller dans les provocations, ce qui a évité quand même donc, des vies humaines. C'est des milliers de vies qui ont été épargnées. Et dans cette situation, je pense que la même chose, la silmiya, la fraternité, la solidarité, elles peuvent permettre de la base au sommet, c'est-à-dire que du quartier, du village, de l'usine, de la commune, de la daïra, de la wilaya, etc., jusqu'à ce que ça remonte, je pense qu'avec ces 3 principes, il est possible de traiter ce problème à condition de faire appel à l'intelligence collective. Moi, j'ai vu un dernier mot, j'ai lu dans la presse aujourd'hui, donc, où on parle que les collectivités locales, donc les APC, donc les assemblées populaires communales, qui sont en train de prendre en charge le problème. C'est-à-dire que voilà une institution locale à la base qui, effectivement, si elle jouait son rôle dans cette situation-là, elle peut aider d'une part, et d'autre part aussi, elle peut arracher une crédibilité dont nous avons besoin pour la suite
non seulement pour le traitement de la pandémie, mais y compris pour le Hirak. Et justement, il y a au pays en ce moment même des initiatives qui fleurissent un peu partout dans le pays, de jeunes, de comités qui s'organisent à la va-vite pour pallier au plus urgent et qui produisent du miracle. À l'hôpital de Beccaria, près de Tébessa, ils ont trouvé une centrale défectueuse, ils l'ont réparée légère. Voilà, jetée, quasiment jetée, qui ne figurait même pas sur les inventaires. Pourquoi? Parce que sa carte mère était défectueuse et qu'il est quasiment impossible de la réparer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes, ingénieurs, informaticiens et tout? Ils l'ont réparé, vous allez voir comment. Regardez. برافو ليكيب انواس الصحة يعطيكم الصحة نفسو مهدي الإمارة راح كان معنا مع ليكيب ودرنا قدرة ربي والرجال اللي راهم معنا دوما تمارين الجنيه راح يديروا السجان ان شاء الله ما تكونش كاينة أزمة تاع السجان راح يعطيك الصحة ليكيب ان شاء الله ليكيب كامل يعطيكم الصحة برافو الياس جيبها الميدان يعطيكم الصحة ليكيب على كارتون هذا الاختراع تاع انوست كرتون اضرب راس الكرتون وبالكرتون كرتون اللي حكى به الاكسجين ايوا ثاني زيد اكسجين طالعه 96% كاليتي الاكسجين الحمد لله. Alors Saïd, votre avis sur ce qui se passe d'abord? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec Morad et d'Ahsan. D'abord, nous présentons, et Amira aussi, pardon. Présentons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu. Je n'entends pas bien. Je présente mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Il est vrai que le peuple algérien passe l'une des périodes les plus critiques de l'histoire de notre pays. Il est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord celui du peuple. Et le peuple n'a jamais raté son rendez-vous avec l'histoire. Hommage aux médecins, au personnel médical, hommage à la diaspora, hommage à la jeunesse, hommage aux anciens, à la jeunesse par son énergie et son dynamisme, sa prise d'initiative, aux anciens par leurs conseils et leur accompagnement. Hommage à notre peuple qui, encore une fois, n'a pas cédé à la fatalité dans laquelle veut le système le plonger dans le désespoir le plus absolu pour le rendre inopérant et le paralyser. Encore une fois, le peuple algérien montre que c'est un peuple de vie, que la silmiya n'est pas simplement un vain mot. S'il a choisi ce mode révolutionnaire, c'est parce qu'aujourd'hui, la révolution, la silmiya, c'est la solidarité transcendantale. Nous avons vu ces initiatives florissantes qui, écrivons-les, disons-le et fort, à travers le monde. Aucun peuple, citons-moi un peuple ici. Donnez-moi une seule preuve d'un peuple qui, en 24 heures, a installé une dizaine de régénérateurs d'oxygène. Citons-moi un seul peuple et donnez-moi un exemple à travers le monde où la jeunesse, partout sur tout le territoire national, Betna, Biskra, Tizi Ouzou, Bdjaya, Bouira, est mobilisée pour insuffler la vie à la vie au moment où l'oxygène, qui est un médicament, non seulement est rare, mais n'existe pas. Il n'existe pas non pas parce qu'il n'y a pas assez de production, parce que ceux qui sont censés gérer, anticiper, prévoir, mettre en place des plans de gestion de crise se sont affairés avec un objectif vil, malsain, lâche. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, ce sont des lâches. Je n'ai pas peur des mots. Ce sont des criminels
C'est non-assistance à personne en danger. Un peuple. Ils sont en train de tuer le peuple, un peuple qui veut vivre. Ce sont des criminels. N'ayons pas peur des mots. Mais Saïd, et si ce n'était pas mon éducation, j'aurais utilisé d'autres mots. Saïd, est-ce que ce qui est en train de se passer, que vous décrivez très bien, de cette dynamique qui est embrassée par des milliers de jeunes qui sont en train de s'investir sur le terrain, est-ce que ce n'est pas par hasard ce Hirak qui est en train de muter d'une autre façon, qui part à l'urgence et qui se porte au front de la lutte à sa manière? Le Hirak, ce n'est pas simplement des marches. Le Hirak, c'est beaucoup plus profond. C'est du Hirak ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est plus que le Hirak. C'est une révolution de solidarité citoyenne. C'est la concrétisation du vivre ensemble, de la convivialité, du partage, de la solidarité. Et ce que disaient certains qui était impossible, à savoir Khawa Khawa. J'ai des amis qui ont été de Tizi Ouzou. Ils ont été à Khenchela ou une autre ville pour ramener de l'oxygène avec des bouteilles. Quand ils ont présenté leurs documents, ils ont vu que de Tizi Ouzou, on leur a ramené à manger. Et on leur a fait des rabais. Mais dans cette situation aussi, n'hésitons pas de dénoncer ces charognes. Ces charognes, qui font des bénéfices dans une situation de malheur. Il y a les charognes n'engraissent que les hyènes. Le Covid n'enrichit que les cons avides qui ont des têtes vides, vides d'humanité, vides de solidarité, que ceux qui gagnent 1 centime de plus dans cette période où le peuple algérien est prêt à tout sacrifier, l'histoire retiendra son nom. Hassan Moussi, sur cette question, comme ça, à chaud, votre avis sur ce qui se passe de bon et de mauvais, de bon côté Hirak, j'allais dire, de gens qui se mobilisent de plus en plus pour se porter au front de la lutte contre la pandémie, mais de villes et de, comme vient de le dire Saïd, de ces gens qui profitent de la maladie, de ce marché noir de l'oxygène qui est en train de complètement pervertir tout ce qu'entreprennent nos médecins qui meurent quasiment par centaines. Hassan Moussi. Mon ami Jamal, j'ai entendu ce que mes amis sur le plateau ont dit. J'ai écouté le médecin Bouraoui ce qu'elle a dit. J'ai écouté les 2 ou 3 interventions des médecins depuis Alger. Je suis capable de parler toute une journée, 48 heures, peut-être plus, sur la situation préoccupante qui se passe aujourd'hui en Algérie, Jamal. Des gens sont en train de mourir. J'ai écouté, j'ai retenu quelques phrases de vous tous. Il y a un médecin qui avait dit que des ambulances sont en train de faire sortir des malades des hôpitaux, des morts, pardon, de sortir des morts de l'hôpital et non des malades à l'intérieur de l'hôpital. Ça m'inquiète. Il y a Saïd qui venait d'avancer non-assistance aux personnes en danger. Ça m'inquiète. Vous avez parlé de roi nu, Jamal, dans votre introduction. Vous avez dit le roi est nu. Oui, le roi est nu. Mais ça m'inquiète. Je ne suis pas peut-être d'accord avec mon ami Ifsah qui disait rareté quand il avait vu la lutte du peuple pour s'accaparer d'une bouteille d'oxygène. Il s'agit de la vie ou de la mort. Là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une rareté. C'est des cas comme cela à multiplier par 100 en Algérie. Ce qui m'inquiète, mon Dieu, d'abord, j'ai perdu ma cousine hier par rapport, je dis, ses fils et ses enfants, elle n'est pas âgée, une dame sympathique. Je dis, Allah yarhama wa sa'aliha, Moussi Louisa. Par rapport au manque d'oxygène, elle n'avait pas eu son respirateur. Un respirateur, mes chers amis, coûte $200 au Canada. Monsieur le ministre parlait de 200 lits de réanimation. Laissez-moi, Jamal, s'il vous plaît, 2-3 minutes. Il parlait de 200 lits de réanimation. Tobon prévoyait l'achat de 5000 respirateurs pour $200. Ça veut dire $1 million. 43 milliards. Non, pardon, Hassan Moussi, non.
Tebboune ne parlait pas de respirateur, il parlait de lit de réanimation. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Ça. L'un coûte 200 euros, l'autre coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est ça, n'a rien à voir. Exact. Il parlait, de 5000 respirateurs qui vont arriver demain. Non, de 6000 lits de réanimation, pas de respirateurs. Oui, il parlait de 6000 lits de réanimation. Vous savez, Jamel, que nous avons 300 hôpitaux sur le territoire national. C'est tout ce qu'on a. 300 hôpitaux sur le territoire national. Nous avons 14 centres hospitalo-universitaires. Ça veut dire, s'il me parle de 6000 lits, ça veut dire que c'est à peine 2 lits par hôpital, un petit peu plus. L'autre qui parle de disponibilité de 200 lits de réanimation, alors que nous avons 300 hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de lits de réanimation. Jamel, au Canada, nous avons 1238 hôpitaux. Regardez la grande différence. Nous avons les mêmes pays, nous avons les mêmes superficies, les mêmes populations, Canada, Algérie. Au Canada, il y a 1238 hôpitaux. Quand les chefs, quand les dirigeants savent gérer leur budget, savent gérer leur argent, quand il y a une démocratie, quand il y a un contrôle des budgets, des dépenses, quand il y a une transparence, une opposition sérieuse. En Algérie, nous sommes arrivés à peine à 300 hôpitaux, il y a 14 centres hospitalo universitaires, et nous sommes aujourd'hui avec 1200 milliards de dollars de dépensés entre 2001 et 2017. Nous avions dépensé, nous sommes arrivés à un déficit de trésor de 4 000 milliards de dollars, de dinars. Laissez-moi, Jamal, s'il vous plaît. Il y a un déséquilibre budgétaire en Algérie. Nous ne savons pas affecter et réaffecter les budgets en fin de parcours. Aujourd'hui, il y a un problème sanitaire qu'on extrait un montant de 12 milliards de dépenses prévues pour l'armée au profit de la santé. Quand on alloue des 12 milliards, des 13 milliards à la défense, un peu plus que 3 grands secteurs, santé, recherche et éducation cumulés. Où est la première tranche des 6 500 milliards de dinars d'imprimés planche à pied? Et ils nous ont mené aujourd'hui à une seconde tranche de 2100 milliards de dinars, 16 milliards de dollars de planche à pied qui est en cours aujourd'hui. Jamal, ici au Canada, un malade génère de l'argent. Un malade suscite des revenus. Parce que quand un malade est admis dans un hôpital, c'est la cotisation des entreprises, c'est la contribution de ce malade-là quand il touche plus de 50 000 dollars an. C'est la contribution des entreprises publiques et privées quand il y a des malades. Et restez avec nous. Restez avec nous. Jamal, s'il vous plaît. Ce n'est pas très intéressant pour le téléspectateur d'avoir de tels chiffres. Je voulais arriver à ce qui est plus intéressant pour le téléspectateur. Ce qui est intéressant pour le téléspectateur, Jamal, c'est que notre révolution, notamment nous qui sommes ici au Canada, elle est inévitablement nécessaire. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que ça change et ça changera. Ce n'est pas le temps qui nous intéresse. C'est pas le temps qui nous intéresse. Et restez avec nous, Hassan. Restez avec nous. Restez avec nous. D'abord, une question à Amira Bouraoui avant de lancer le deuxième tour de micro sur une question en particulier. Amira, sur ce chiffre des 300 hôpitaux, donc 14 CHU. Nous savons qu'il y a 14 CHU, qu'il y a 300 hôpitaux, mais j'imagine que l'envergure des uns et des autres n'est pas la même. Il y a de tout petits hôpitaux. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne sur eux? Tout à fait. Il y a des infrastructures qui ne possèdent pas du tout de lit de réanimation. C'est juste des centres de soins. Et puis, il y a les centres, on en a souvent parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Monsieur Djemeldine, en 2014-2015, lorsque le clown du ministre Boudiaf, le ministre de la Santé, était en train de s'amuser avec l'histoire de Rahmat Rabbi et était en train de nous dire qu'on avait le meilleur secteur de santé, meilleur que les États-Unis, etc. Oui. Vous vous souvenez quand je vous avais dit à l'époque que, en fait, la majorité des CHU et la majorité des infrastructures que nous disposons dans le secteur de la santé, c'est un héritage de l'ancien colonisateur. Nous n'avons rien investi dans ce sens.
Absolument rien. Et tout à l'heure, entendre le docteur Belhaj, un CHU comme Mustapha, qui est l'un des plus grands hôpitaux, toujours laissé en héritage par le colonisateur, dire j'attends les camions pour me faire approvisionner en oxygène. Il attend les camions. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui ne dispose même pas de cuve à oxygène, de générateur d'oxygène. Justement, Amira, il y a une question que se pose tout le monde. On dit que le principal problème de ce manque d'oxygène n'est pas dans les bouteilles en elles-mêmes, c'est dans l'insuffisance des espaces de stockage. Et dans les hôpitaux, il n'y a pas d'espace où on peut stocker des cuves à oxygène, exact. Des cuves à oxygène. Oui, et la deuxième est que dans les hôpitaux, il y a des canalisations pour acheminer l'oxygène depuis le réservoir jusqu'au lit du malade. Or, ces canalisations, nous dit-on, sont toutes obturées, bouchées, obstruées. Et que le régime a eu le temps, depuis ce répit qui lui a été donné par la nature, par le Covid, 1 an et demi, oui. Il a eu le temps et d'aménager des aires de stockage et de déboucher les canalisations, chose qu'il n'a pas faite. Il est obligé aujourd'hui de recourir à des bouteilles qu'on porte à main d'homme, etc. Est-ce que vous confirmez ? Tout à fait, c'est ce qui se passe actuellement. C'est vraiment, c'est triste d'en arriver là, mais aujourd'hui, le citoyen, il est carrément livré à lui-même. Par contre, aujourd'hui, j'en appelle, puisque nous avons la majorité du budget va à l'armée, c'est qu'on ouvre les hôpitaux militaires aux civils aujourd'hui. Les hôpitaux tels que l'hôpital militaire d'Ain Nadja, les hôpitaux militaires de Constantine, ainsi que d'Oran, les grands hôpitaux, il va falloir, parce qu'eux, par contre, disposent de générateurs d'oxygène, il va falloir les ouvrir à la population, parce que nous sommes en guerre justement contre ce virus aujourd'hui. Et lorsqu'on est en guerre, il faut ouvrir tous les espaces pour soigner les Algériens, parce que c'est aussi leur argent qui a été utilisé, parce que finalement ce sont les seuls hôpitaux qu'on a construits, post-indépendance, ce sont les hôpitaux militaires. Par contre, tout ce qui est structure et CHU, c'est-à-dire... Et ils ne sont pas ouverts, ces hôpitaux militaires, aux civils? Pas à ma connaissance, M. Benchenouf. On nous dit qu'ils sont ouverts un peu par piston pour certains. Alors qu'ici, en France, par exemple, tous les hôpitaux militaires sont ouverts à tous les assurés sociaux, normalement. Exact. Eh ben, c'est ce qui doit se faire aujourd'hui, parce que les Algériens sont en train de mourir, et si l'armée nationale est au service de ce peuple, il va falloir ouvrir tous les hôpitaux aux Algériens et qu'on puisse placer chacun avec son oxygène, parce qu'eux disposent par contre du matériel nécessaire, et nous sommes en guerre. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Nous allons maintenant essayer de comprendre cette solidarité qui se lance, qui s'étoffe, qui est vraiment admirable, qui nous étonne un peu, nous qui avons pris l'habitude d'être d'éternels assistés. Mais il y a aussi, pas seulement cette solidarité des uns avec les autres, mais il y a aussi des initiatives prises par les municipalités, par les maires, qui ont décidé donc de pallier à l'absence de l'État et de décider, eux, en tant que premiers magistrats de leur commune, d'une période de confinement avec des horaires, avec des règles et tout. Nous allons commencer par regarder cet autoconfinement à l'Arba'a. C'est des images, vous voyez. Confinement de la fin de l'après-midi jusqu'au matin. الأربعة ناثرة. Alors, Mourad يفصح ce civisme local. Ce civisme citoyen local, pris en charge par les premiers magistrats des mairies, pour compenser cette pagaille d'un régime qui ne sait rien faire. Et puis, ce sont des confinements adaptés à la situation. Par exemple, il y a un marché à bestiaux, on décide qu'il n'y a pas de marché de bestiaux.
Et ça ne peut être décidé que par le maire, pas par le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je pense que pour reprendre un peu ce qui avait été dit, je pense qu'il y a eu effectivement ces bousculades autour donc, de bouteilles. Je pense que, j'espère, en tous les cas, j'ai pas d'informations. Il n'y a aucune information fiable aujourd'hui sur la situation en Algérie. Donc quand je disais tout à l'heure sur les bousculades, que j'espère que c'est l'un des rares moments, parce que, mais aussi j'espère aussi que dans certains hôpitaux, il y a quand même des générateurs d'oxygène qui fonctionnent. Et on a vu effectivement ce qu'ont fait les jeunes de Tbessa et on les salue. C'est vraiment... sur l'initiative citoyenne, je pense qu'il est indéniable de remarquer quand même qu'il y a l'expression sur ce niveau-là, donc pour affronter un autre danger qui est celui donc de la pandémie, le Hirak qui s'exprime de cette manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit donc tous les échanges que nous avons, on reçoit beaucoup de sollicitations de nos citoyens, donc des cagnottes qui se mettent en place pour acheter effectivement donc du matériel et l'envoyer. Il y a des citoyens qui envoient par DHL, hein, des petits ils appellent ça des générateurs d'oxygène ou des concentrateurs d'oxygène, donc individuels. Donc il y a beaucoup d'initiatives individuelles et ça qui sont dans l'esprit du Hirak. En tous les cas, ce sont des initiatives qui prennent exactement les mêmes canaux que celle de l'organisation des activités du Hirak. C'est-à-dire que Facebook, les groupes de discussion, on ne discute plus de qu'est-ce qu'on fait comme initiative, on fait une marche, on fait un rassemblement, on ne discute plus donc de l'article 87 bis du Code pénal, etc. Mais aujourd'hui, donc l'échange, la discussion, c'est comment ensemble on puisse aider donc à faire parvenir en Algérie le plus de moyens possibles pour qu'ils puissent faire face à ce manque d'oxygène. Moi, je dirais que c'est le Hirak qui se décline d'une autre façon. C'est exactement ça. C'est l'expression du Hirak sur le terrain de la lutte contre la pandémie. Hein. C'est vraiment ça. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas encore atteint son niveau le plus, je dirais, le plus élevé. Mais je pense que ça commence. Et ce qui vient de se passer, les différents exemples dans les hôpitaux, est vraiment édifiant. Il reste aussi, je pense, hein, c'est par rapport aux autorités, aux institutions locales, APC, le fait que ces institutions n'ont pas aussi beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que dans l'organisation donc, de l'État algérien, donc les APC, mais en l'occurrence, ils sont les en train de le prendre. Hein, ils sont en train de prendre notamment en Kabylie, des décisions. Je pense que ça doit se passer un peu partout. Oui. Ça doit se passer un peu partout. Et d'ailleurs aussi, ce Hirak aussi va servir à ce que ça fasse tache d'huile. Là où on a trouvé peut-être la meilleure solution, elle va être copiée ailleurs. Elle va être copiée ailleurs. C'est ça, à mon avis, c'est ça la solidarité et c'est ça la fraternité agissante. C'est ça la fraternité. Ouais. Aujourd'hui, c'est dans des moments comme cela que justement on doit trouver donc son prochain, son frère, que ce soit donc du village, du quartier, de la ville, de la wilaya ou de la wilaya autre, hein, que ce soit du sud, que ce soit de l'est, de l'ouest ou d'autres. Finalement, Saïd, c'est vrai, hein, comme ça, à la lumière de la discussion, on comprend que c'est le Hirak qui se décline aujourd'hui sous une autre forme de combat. C'est comme s'ils avaient enlevé une tenue, un uniforme Exactement. De l'armée pour mettre celui des pompiers Exactement. Ou des médecins. C'est les mêmes soldats, quoi, je veux dire. Très bien. Dans l'une des émissions, il y avait certains qui parlaient de suspension des marches ou de suspension de Hirak. Moi et mes amis, on était de ceux qui disaient la transformation des marches en action de solidarité transcendante des citoyens. Et là, je crois que Bruno Latour, en termes d'espace et de pouvoir, a théorisé ce qu'on peut appeler les nouveaux espaces de pouvoir. Aujourd'hui, les nouveaux espaces de pouvoir ne sont pas simplement ceux qui pourront être calqués sur un système administratif déjà préexistant.
il est vrai que dans un certain nombre de cas, les municipalités sont associées, dans d'autres, elles ne le sont pas. Mais ces initiatives citoyennes, dans le cœur et la jeunesse, elles ont déjà opéré pendant la première vague, et ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donnez-moi un exemple dans le monde où il y a de l'autoconfinement. Mais vas-y, mais c'est ça qu'on dit. Parce que nous, quand on dit que le peuple algérien est en train de réaliser des miracles, c'est comme quand on disait à un certain moment que ce système fait de l'anti-État. Ce système est en train de détruire tout ce qui existe. Si les gens prennent de telles décisions, ce n'est pas parce qu'elles sont exceptionnelles, les populations. C'est parce qu'elles sont seules, parce qu'elles n'ont pas d'État, qu'elles n'ont pas le choix. Ou elles décident de se sauver elles-mêmes, ou elles meurent. Or, en Suisse, quand vous allez en Suisse, les autorités sont là pour prendre les décisions. En Italie, en Espagne, aux États-Unis, voire même au Sénégal, bonjour au Sénégal d'ailleurs. Mais chez nous, il n'y a pas d'État. Ils n'ont pas d'autre choix. Ça n'a jamais existé. C'est juste que cette fois-ci, c'est une histoire de vie et de mort. Sinon, dans plusieurs régions du pays, des bibliothèques, bétonner les rues, on a vu la dynamique du village la plus propre, la dynamique de la commune la plus propre. Toutes ces dynamiques-là sont des dynamiques d'irruption sociale, citoyenne. Ce ne sont pas des dynamiques institutionnelles au sens administratif du terme, car moi, dès le début, je disais, on n'a pas d'État. On a des administrations, mais on n'a pas d'État. On n'a pas d'État au sens de l'utilité sociale. Quand un mois et demi de répit dans la gestion de crise, il y a un certain nombre d'étapes de gestion de crise. D'abord, il y a la crise. Pourquoi qu'on l'appelle crise? Parce qu'il y a une rupture de fonctionnement normale. Il y a une situation exceptionnelle. Dans cette situation, à travers le monde, il y a des réunions interministérielles. Chez nous, il y a des réunions intercommunales, intervillages. Regardez comment que le peuple s'organise. Entre-temps, l'interministériel, excuse-moi, juste 2 minutes, Jamaldine, l'interministériel, c'est tactique. C'est pour en finir avec le Hirak. C'est pour arrêter, c'est pour malmener le peuple. C'est pour regarder comment que les nouveaux espaces de pouvoir naissent dans la société. La société, il y a d'intervillages, intercommunes, interdaïra, intervolontés. Il y a même des volontés qui se voient pour pouvoir acheter un certain nombre de choses. Ensuite, il y a la cellule interministérielle de gestion de crise. Chez nous, il y a la cellule sanitaire de gestion de crise, la cellule de gestion de crise du feu, la cellule de gestion de crise de la semoule quand il y avait la pénurie de denrées alimentaires. Regardez comment que le peuple est en train de construire. C'est pour cette raison que dès le début... Un État parallèle. Dès le début, nous, on disait, Samaï, doucement, le peuple, il construit, il identifie ses espaces de pouvoir, ne le coursant pas ni à l'organisation, ni à avoir des représentants. Le leadership aujourd'hui, le leadership politique, le leadership associatif. Vous avez entendu ce qu'elle dit, celle qui est la présidente de l'Hilal Ahmar. Ben Hbels. Au moment... On a touché... non, Jamaldine. On complote contre il y a de quoi... mon organisation. Il y a de quoi griffer son visage avec les griffes d'un chat. Cette femme, au moment où les gens meurent, des Algériennes et des Algériens meurent, étouffent, ils nous ont enlevé l'oxygène, ils veulent m'enlever ma structure. D'abord qu'elle nous dit comment qu'elle vit à Paris. D'où lui vient l'argent de son appartement. Alors que le Croissant Rouge est totalement absent. Alors, le Croissant Rouge est absent. De celui de Mme Ben Hbels. Donc les gens sans institution, ils arrivent à agir et à régler des problèmes. Elle est là, une institution nationale financée avec un budget qui est énorme. Et quand vous la critiquez, elle dit « Ah, ils veulent m'enlever mon institution. » Et alors, le ministre de la Solidarité nationale, aux abonnés absents, les milliardaires algériens, généralement, qui se sont sucrés sur le dos
de la société. Qui ont siphonné, les richesses nationales. Siphonné les caisses de l'État. Aux abonnés absents. Les prédicateurs qui ont l'habitude de nous pomper l'air avec leurs discours, surtout sur le hijab, sur non-hijab, sur ceci, sur le bar, absents. Ils ne sont pas là. Ils sont totalement absents. Et malheureusement, je suis désolé de devoir le dire, les cliniques privées, pas toutes, mais beaucoup de cliniques privées qui ont quelques moyens de pouvoir aider, pour le moment, elles sont aussi aux abonnés absents. Très vite, très vite. En fait, dans la situation de crise, le peuple, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il définit la situation. Normalement, c'est au pouvoir public de définir la situation et de donner des vrais chiffres. Parce que quand on donne un vrai chiffre, 1, on responsabilise, 2, on conscientise, 3, on enlève le doute et la rumeur et ça fait la sérénité dans la société. Parce que l'un des éléments de gestion de crise, c'est la sérénité. Mais bien au contraire, il se montre dans une photo sans pour autant donner l'exemple avec des bavettes. Et nous allons la voir. Cette photo, Conseil des ministres, Conseil des minables. Par M. Tebboune lui-même, le président de la République, qui lui-même a eu le Covid, il faut le rappeler, alors qu'ils savent la valeur d'exemple que peut porter une photo de famille de ce type. Normalement, ils portent tous le masque, ne serait-ce que pour la photo. Eh bien, vous allez regarder, vous allez voir. Regardez. Pas un seul ne porte de masque. Un seul, pas un seul. Ça veut dire, en clair, on leur a donné, on leur a enjoigné l'ordre de ne pas porter de masque. Parce que ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas au moins un qui ait pu avoir l'initiative de le porter. Donc on leur a dit, vous ne porterez pas de masque lors de cette photo, et je laisse les gens tirer leurs propres conclusions. Ça va très vite pour faire tourner le micro. Ensuite, il y a la situation, il y a l'anticipation, il y a la décision, la communication. On communique, on dit ce qui se passe, mais on prépare la crise à venir. On tire le bilan de ce qui a été fait et on prépare la crise à venir. Ils avaient tout le temps de faire ça. Ouais. Eux, ils ne l'ont pas fait. Mais par contre, le peuple... Ils avaient autre chose à faire. La répression... Se venger du peuple. Voilà. Se venger du peuple. Voler les caisses. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans la réunion de ce magma de voyous qu'on vient de voir, ils ont dit qu'il leur reste 44 milliards de réserve de change. C'est pour dire, ashaboum, à la base sociale du régime, ne quittez pas le paquebot, hein. Restez là, il y a encore de l'argent. On va vous distribuer de l'argent et de dire à leurs partenaires étrangers qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas toucher aux 12 milliards de l'armée. Et d'ailleurs, elle est où? Ils sont où les hôpitaux? Il est où la réserve de sécurité? Alors nous allons écouter M. Tebboune, puis nous allons passer aux autres questions. Écoutez M. Tebboune qui répond à une question d'une journaliste. سياسية. فبماذا تردون على من يقول أنه كان من الأجدر بناء وتجهيز مستشفيات وجامعات ومدارس عوض بناء المسجد الأعظم الذي كلف الجزائر أموالا طائلة ولم يسلم بعد؟ لا جواب. لا جواب. لا جواب. C'est clair, hein? Magnifique méthode d'éviter une question. Une question pareille lui dit la jawab. C'est quand même édifiant. Hein. Ça nous renseigne un peu sur le niveau de responsabilité. Oui. Donc il était candidat à ce moment-là. Hein. Candidat ou il pas, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une situation dans laquelle effectivement le peuple algérien exige des comptes. Parce qu'il est en danger de mort. Il fait face à un danger, c'est pas imminent, avéré. C'est pas. Hassan Moussi, nous avons changé l'ordre du micro, mais on va venir vers vous après. Morad, après votre tour, vous allez prendre le sien. Allez-y. Oui, non, mais c'est vraiment normalement, il devrait dire en tant que s'il se prend comme président, il occupe le fauteuil quand même. Il faut qu'il dise. Il ne peut pas dire la jawab. Non. Oui. Il peut dire il peut donner une explication. Il peut être pour, il peut ne pas être pour, etc. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment. Nous sommes dans une situation où ce genre d'expression, elle justifie
elle justifiait encore plus la nécessité de la poursuite et d'un renouveau d'un Hirak aujourd'hui qui s'exprime sur le terrain de l'autodéfense contre la pandémie, mais aussi qui sera le prélude à une meilleure organisation après le passage de cette pandémie pour la poursuite, pour changer de système et de régime, parce qu'il n'est pas possible de garder ce genre je dirais, de personnage à la tête donc de l'État qui refuse devant le peuple de prendre leurs responsabilités mais justement, sur une question aussi minime. Alors sur des questions difficiles. Alors, mais justement, et devant de tels personnages, comme vous dites, ou de telles créatures, comme dit Saïd, et cette chose qui est en train de naître, ce Hirak citoyen décliné sous d'autres formes, ça donne un peu l'impression, beaucoup de gens parlent de former un gouvernement provisoire de la République algérienne, en exil. Mais là, on a l'impression que ce qui est en train de se former, c'est un État dans son ensemble, de la base au sommet local, qui est en train de se mettre en place pour remplacer un pouvoir désormais inefficient. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette conscience collective, dans cette intelligence collective du Hirak, est en train de se construire quelque chose dans ce genre-là? Non, mais la question, il y a des éléments. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur la façon dont ça se fait, et puis l'ampleur de ces initiatives. Mais il y a un précédent au lendemain de l'indépendance, lorsque les 1 million donc, de colons qui tenaient l'organisation de l'État algérien sont partis. Mais comment les Algériens se sont sortis? Ils les ont remplacés au pied levé. Ils sont sortis, ils ont mis en place des structures, des comités qui ont... Il y a eu des récoltes alors que 90% des terres agricoles et qui étaient coloniales étaient coloniales. Du jour au lendemain, les paysans ont repris donc les terres. Les bateaux continuaient à marcher, les avions, les trains. Et il y a eu la production, etc. Donc il y a cette capacité à effectivement faire face à des situations donc, de crise, bien entendu. Il y a aussi cette capacité à s'auto-organiser pour faire face aux besoins. Il y a un autre élément, c'est que dans toutes les révolutions, dans le monde entier, chaque fois qu'il y a une révolution, il y a un certain niveau, à un moment donné, il y a des circonstances qui font que les citoyens sont appelés à constituer ce qu'on appelle un double pouvoir. Ce sont des situations généralement d'urgence. Donc, par exemple, le FLN, durant la guerre de libération, après donc, la fondation donc, du GPRA, ils ont tenté de créer un double pouvoir par rapport au pouvoir colonial. Oui. Ils n'ont pas réussi, mais il y a des endroits où, par exemple, les citoyens suivaient beaucoup plus... Donc, suivez les directives donc, des cellules FLN, des responsables FLN, que celles de l'État colonial, au point de ne pas inscrire les gens à l'état civil, de ne pas faire appel à la justice, etc. Un gouvernement parallèle. Un pouvoir parallèle. C'est pas un gouvernement, attention, il y a une différence. Ceux qui parlent d'un gouvernement, etc., ça c'est une entre guillemets, c'est pas pour porter préjudice à qui que ce soit, mais c'est une fumisterie, c'est pas possible ça. La révolution, elle est en Algérie. C'est pas une question d'un gouvernement qui manque. Non. La révolution, elle est en train de s'emparer de tout un peuple. Donc c'est pas en instituant une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes avec des titres de ministres, etc., qu'on va faire avancer la révolution actuelle. Ce sera l'objet bientôt d'une émission. Ouais. Ce que vous dites est très intéressant. Oui, on pourra en parler avec les initiateurs de cette idée. Mais bien sûr, c'est la question. Ceux qui ont étudié l'initiative qui a été prise en pleine crise de l'état-major du FLN pour promulguer le gouvernement provisoire, donc le GPRA, ceux qui ont étudié cette question-là savent qu'effectivement, aujourd'hui, parler de gouvernement provisoire, c'est un tout autre contexte. Non, c'est tout à fait. Rien à voir. C'est totalement autre chose. C'est autre chose. Absolument. Non, c'est autre chose. Alors, Hsen Moussi, pardon donc d'avoir interféré ce tour de micro. Hsen Moussi? Oui, je suis là. Alors, pour ce qui est de ce qui est en train de réaliser la diaspora, c'est absolument fabuleux. Un peu partout, il y a des Algériens dans le monde.
des initiatives naissent pour porter secours au pays, envoyer des respirateurs, des concentrateurs, des médicaments, de l'argent. Ce n'est pas encore très bien rodé, mais c'est en cours. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour ce qui concerne le Canada? Probablement, ma façon de parler, m'emporter, parler avec émotion, peut-être, énervement et tout, vous a déplu là-bas, je ne sais pas, mais bon. Non, moi c'est... parce que là... pourquoi vous dites ça Non, Jamal, je voulais tout simplement dire que la question que vous venez de poser est très, très pertinente. Elle est bonne. Mais on a besoin, nous sommes comme des orphelins, nous qui sommes la diaspora algérienne au Canada. Mes amis me le disent souvent. Je vous assure qu'on va lancer... non, je parlerai des initiatives par la suite. Je reviendrai à un élément important. Le jawab قالك طبون. طبون le jawab depuis 62. Est-ce qu'il y a jawab? Non mais Hassan Moussi. Oui. Nous sommes en train d'essayer d'organiser un peu le débat pour que... Je suis d'accord. La question que je vous pose, elle est très importante et c'est tous les Algériens qui ont besoin de réponses et aussi d'encouragement. Nous aimerions savoir comment ça se passe au Canada, cette solidarité agissante. Est-ce qu'elle arrive à s'organiser? Pas encore. C'est dans l'air. D'abord, pour ce qui est de bon. Oui, mais je crois que selon moi, c'est ma façon de faire. Moi, je ne fais pas le toit d'une maison sans commencer par les fondations. Je prends un petit peu de temps pour faire les fondations. Allez-y. Je comprends votre question, je la comprends. Je disais que, bon Dieu, encore une fois, c'est très, très important. Nous avons notre ami Bouraoui, médecin Bouraoui, est là pour me contredire. Et je reviens à votre réponse, à votre question, Jamal, qui est pertinente encore une fois, les initiatives, oui. Je commence par l'initiative d'abord, puisqu'on est pressé. C'est une honte pour l'État algérien, c'est une honte pour le pouvoir algérien qu'une koumcha de la diaspora algérienne au Canada, nous qui sommes ici au Canada, nous sommes à peine 120 000, sommes aujourd'hui arrivés à amasser $60 000 en l'espace de deux jours. Depuis l'anarchie qui se passe en Algérie, on a tout de suite lancé une initiative pour ramasser de l'argent et envoyer des respirateurs d'oxygène en Algérie. Vous avez été battu à plate couture par nos amis toulousains, ce jeune interne que nous avons reçu, médecin, pneumologue. Ils ont lancé une initiative en l'espace de quelques jours. Ils ont dépassé nous dit-on, ça reste à vérifier, les 260 000 €. Excellent, bonne initiative, ça fait plaisir. Oui, nous avons ramassé 60 000 jusqu'à hier à minuit, mais nous avons d'autres structures en parallèle, parce que là c'est un site officiel dans lequel je suis moi. Nous avançons, nous visons 150 000 $ pour envoyer ensuite la quantité de respirateurs équivalent à ce montant-là pour parer à l'urgence. Ceci dit, Jamal, quand je parlais de notre ami Bouraoui, je disais nous avons 80 000 praticiens en Algérie, 80 000 médecins et 120 000 paramédicaux. C'est pratiquement la même chose qu'au Canada. Vous allez me dire pourquoi vous comparez l'Algérie au Canada. Je suis d'accord, mais regardez, c'est à peu près un médecin pour les 100 000 habitants, aussi bien en Algérie qu'au Canada. Je pose la question aux médecins algériens. Quelle est le chiffre de la population canadienne? 40 millions. C'est pareil. Sauf qu'ici, on est répartis sur un territoire très vaste et qu'en Algérie, c'est aussi un continent. Malèche. Ce que je voulais dire, tout simplement, au Canada, nous sommes arrivés à 77% de vaccination doublement vaccinés, 2 doses, et qu'en Algérie, nous sommes à peine à 3 millions de vaccinés aujourd'hui. Et encore, on patine. Moi, j'avais fait, avant que je n'oublie mon initiative, Jamal, tout simplement, c'est qu'on ne peut pas gérer, encore une fois, ce grand continent, l'Algérie, pour suivre un peu par rapport à ce que disait notre ami Ifsah à l'instant, on ne peut pas gérer cette grande Algérie, notamment sur le plan pandémique sanitaire aujourd'hui, depuis Hydra avec une couchette de 5, 6, 7, 8, 10 personnes. C'est une honte. On avait traversé une année de crise sanitaire en 2019, on avait traversé l'année 2020 et on n'avait pas appris la leçon. Oui, ils ne répondront jamais aux questions du peuple, ils n'ont jamais prévenu, planifié, programmé. Ils travaillent au jour le jour. C'est un virus que les plus grands médecins aujourd'hui du monde ne sont pas arrivés à maîtriser, à contrôler et à nous donner des situations
clairvoyante et totalement respectable. Ils sont en train de se contrarier, les médecins, aujourd'hui. Donc, pourquoi ce n'est pas un conseil des ministres, ce conseil de sinistre, encore une fois, pourquoi n'ont-ils pas programmé, n'ont-ils pas prévenu qu'il fallait prévoir des respirateurs, des ceci et de cela? Et au Canada, on gère mieux la situation. On a les mêmes réserves de change, on travaille de la même manière. Nous sommes tous les deux des humains, on agit ici. Merci, Hassan. Pardon. Merci. Restez avec nous, Hassan Moussi. Amira Bouraoui, ça va être le dernier tour de micro. Ces initiatives citoyennes, ces Algériens et ces Algériennes qui s'organisent, qui se mettent en branle, et curieusement, cette fois-ci, tout le monde le fait de façon locale, chacun chez soi, qui dans sa dachra, qui dans son quartier, qui dans sa ville, qui dans sa wilaya. Et on en parlait à un instant. Est-ce que ça ne vous inspire pas une autre façon de Hirak, de se décliner? Est-ce que nous allons vers quelque chose dans ce genre-là, mais qui soit un peu dans le front contre la maladie et qui pourrait permettre en même temps d'organiser une sorte d'état parallèle pour pallier à celui qui n'existe pas? On le vivait déjà dans le Hirak, parce que quand on recevait les bombes lacrymogènes et surtout les premières semaines du Hirak, il y avait, dès que quelqu'un tombait à terre, vous aviez tout le temps les autres personnes du Hirak qui lui venaient au secours et tout. C'est vrai que le Hirak a créé un sentiment de fraternité. Je dois reconnaître une chose, le Hirak, même s'il est suspendu pour l'instant de manière physique dans les rues, on a gagné quelque chose, c'est le sentiment de nation qu'on partage tous ensemble, avec un avenir qu'on doit construire tous ensemble. Et ça, c'est le côté très, très positif du Hirak, le côté appartenance à une terre commune et à une nation commune. Et c'est pour ça, Monsieur Djamaldine, je voudrais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Ça va pas durer longtemps. Il va pas falloir qu'on oublie ce qu'on a laissé quand même dans les géoles. Même si nous sommes complètement pris aujourd'hui par la crise sanitaire et le virus. Aujourd'hui, Rabah Kavash, un journaliste, passe sa 101e journée et nuit en prison. Il y a eu aujourd'hui, tout à fait, il y a eu aujourd'hui 9 militants de Skikda contre qui on a requis 1 an de prison ferme et qui sont en prison. Leur procès est reporté au 13 octobre, donc ils vont rester encore en prison pendant quelques mois. Nous avons également Mohamed Haddadou, Abdelkader Bouzhar, procès reporté au 22 août, la cour de Ruisseau. Nous avons tous ces gens qui ont milité avec nous et pour un idéal commun, il ne faut pas qu'on les oublie. Medea, Kamal, Medden et Amin Rabbah. Et puis le rejet de liberté provisoire au tribunal de Baïnem pour Mohamed Tajadit, Noureddin Khamoud et Abdelkader, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ces gens ont milité avec nous, chacun à sa manière, et pour un idéal commun, un idéal d'un peuple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on milite pour la santé d'un peuple. Et puis, il n'y a pas de nation forte sans un secteur sanitaire à la hauteur qui assure au moins la santé à son peuple. Car la santé a peut-être un coût, mais elle n'a pas de prix. Merci Amira Bouraoui. Et je rappelle Jamal Alilesh qui, malgré son âge et son état de santé, a été maintenu en prison et sa famille est en train de lancer l'alerte sur son état de santé qui se dégrade, nous dit-on, de jour en jour un peu plus. Alors, Mourad Ifsah ou non, Saïd. Saïd. Oui, je mélange les pinceaux. Alors, Saïd, c'est le dernier tour de micro et les Algériens sont comme dans l'attente de quelque chose. Ils ont commencé par être très inquiets de l'absence d'un État qu'ils croyaient être là, pas seulement pour la répression. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'illusion, qu'il n'est pas là, qu'il ne sera pas là. Et donc, ils sont en train d'essayer de pallier à sa vacance, à sa vacuité. Est-ce que vous croyez que ça pourrait déboucher sur quelque chose d'autrement plus porteur? Je crois que la volonté du peuple algérien, celle du vivre ensemble et de la convivialité,
celle de la solidarité transcendante, celle de la fraternité, celle d'une nation, non pas simplement en tant qu'unité culturelle, mais en tant que diversité culturelle. Et toutes les diversités, ouvertes aux diversités, respectant les minorités, n'est que la reproduction de cette image que nous avons tous vue le 22 février. La conscience du peuple, son niveau élevé d'intelligence et son génie populaire. Les richesses populaires ont fait en sorte de transformer cette dynamique et cette énergie nucléaire des marches en énergie de solidarité et d'entraide entre Algériennes et Algériens. N'est que la reprise de ce qu'est l'être algérien. L'Algérien est foncièrement bon. L'Algérien est humain. L'Algérien est la vie. Il veut la vie. Regardez, comme tous dès les le autres début, peuples du monde. Tout à fait, tout à fait. Regardez, dès le début, nous avons dit que s'ils auraient voulu réellement et qu'ils n'étaient pas un facteur créant des punneries pour pouvoir se venger du peuple, pour pouvoir par la suite voir les scènes que nous avons vues tout à l'heure et de voir une certaine élitocratie, parlant le R, méprisant le peuple, les indexer et dire regardez, c'est un peuple qui est arriéré. Et d'ailleurs, ils le font, ces gouvernants illégitimes. Et le problème fondamental, c'est l'illégitimité. Dès le début, nous avons dit pourquoi qu'ils n'auraient pas déclaré un confinement total et alloué de quoi vivre à tout le monde, à tous les Algériens. Pourquoi qu'ils n'ont pas transformé les infrastructures sportives, les infrastructures scolaires en hôpital? Pourquoi qu'ils n'ont pas mis les moyens de l'institution militaire sous la responsabilité du civil, du directeur de l'hôpital, des médecins à l'hôpital? Pourquoi, dès le début, nous l'avons dit qu'ils n'ont pas transféré une partie des 12 milliards de dollars vers l'achat de masques, vers l'achat de vaccins, vers l'achat d'un certain nombre d'outils pourquoi la PCR n'est pas gratuite? Donc il y a un peuple qui est là, qui est en train de construire. Laissons-le construire, il est là. Ne rajoutons pas de la pression à la panique. Nous voulons de la sérénité et le peuple algérien est serein et en train de frayer son chemin. Et encore une fois, dans toute situation, de répondre présent aux appels de l'histoire. Moulad Ifsah, dernier tour de micro. Oui, moi je voudrais parler donc d'une déclaration qui a été faite par le Front populaire anti-répression. Est très intéressante pour la simple raison, c'est que premièrement, Front populaire anti-répression. Front populaire anti-répression, c'est différents militants du Hirak, de différentes régions, de différentes wilayas d'ailleurs, qui sont, y compris dans la diaspora, qui ont fait une très bonne déclaration sur les deux aspects. La question donc de la pandémie, mais aussi la question de la répression, pour ne pas l'oublier. Pour la simple raison, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple algérien, et particulièrement ceux qui sont engagés dans le Hirak, ils font face à deux obstacles. Deux obstacles qui existent, qui coexistent. Bien sûr, il y a la pandémie, mais il y a aussi la répression et la poursuite, bien sûr, du processus révolutionnaire. Et je pense que l'un alimente l'autre. Nous sommes dans une situation où, c'est vrai, c'est le début, il n'y a pas encore, comme tu le disais tout à l'heure, Jamal, c'est pas encore bien huilé, hein, mais il y a beaucoup d'initiatives et l'organisation, elle est en train donc de se mettre en place à l'échelle internationale, là où il y a des Algériens, donc que ce soit en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs, mais en Algérie même, en Algérie même, donc on vient de voir, donc c'est très important. Et je pense que il faut pas qu'on oublie qu'effectivement il y a des citoyens qui sont en prison et qui font face aussi à la question donc du Covid. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on va oublier. Et encore une fois, l'un alimente l'autre, l'un peut servir de base pour l'autre, parce que après la pandémie, une fois qu'on aura donc réussi à endiguer donc ce danger, les structures qui ont été mises en place aussi pour faire face, elles vont d'une autre manière encore apporter de l'oxygène. Pouvoir se redéployer et apporter de l'oxygène politique. Exactement. Ah ben, bravo. C'est ce que je voulais dire. Merci.
Hassan Moussi, vous avez le mot de la fin. Ah ben, c'est un honneur pour moi que d'avoir le mot de la fin, Jamal. D'abord, je vous dis bye bye tous quand vous êtes là. Donc, je dirais, tout à l'heure, j'avais évoqué, quand je disais qu'on ne peut pas gérer ce grand continent d'Algérie depuis le Mouradia au Hydra avec une comcha de gens, parce que j'avais lancé une lettre qui est sortie dans le journal le matin où je parlais de décentraliser les pouvoirs au Wali, bien que je ne partage pas les points de vue des Wali, ils sont toujours FLN et ceci et cela, mais Malèche, passons les pouvoirs, autonomiser les Wali dans le cadre de cette crise pandémique, hein, juste pour la crise sanitaire. Laissez les Wali décider. Nous avons des régions spécifiques, des régions chacune qui fait et que chacun gère sa région à sa manière. Ceci dit, les Algériens, Jamal, comme disait notre ami Saïd et Saha à l'instant, ils savent ce qu'ils font. Nous sommes fiers d'appartenir à ce peuple-là qui avance. Ils sont en train de construire au gré du temps. Les Algériens sont en train de construire au gré du temps. Ils ne veulent pas se charger ou s'encombrer avec ces discours de conseil de sinistre ou ces décisions de Tobon et consorts. Ils vont mollo, ils avancent. Et ils n'oublieront jamais leur révolution pacifique. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont confinés. Je les appelle à garder le confinement, même s'il faut tout le mois d'août. Et puis, faire attention en sortant les musettes et tout cela. Et penser aux détenus qui sont en prison parce qu'ils sont aussi l'avant-gardiste de ce Hirak. Nous poursuivrons notre révolution pacifiquement, Jamal, jusqu'au changement intégral. Le temps importe peu. C'est la manière, comme je l'avais dit au début, et la stratégie qui vont changer au fur et à mesure que nous avançons. Merci à vous tous. Merci Hassan Moussi. Vous voulez dire une phrase? Tout à fait. Les détenus. C'est une partie de notre honneur qui est en prison. Oui. Et la plus grande des détenus est l'Algérie. Merci beaucoup. Merci Saïd Aknin, merci Mourad Ifsah, merci Hassan Moussi, merci Amir Abouraoui, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, et ce sera jusqu'à l'indépendance finale et la libération de ce pays. Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa, espoir, attitude. تاع الماتريال راهي تكوموندات وان شاء الله قريب تلحق في لا سيمين اللي راهي جاي.